Bonjour, le cours d'aujourd'hui va porter sur l'évaluation neuropsychologique. Donc c'est le deuxième cours de neuropsychologie. Alors concernant le plan de ce cours, on va commencer par une partie sur le recueil d'informations et les observations de base. Donc ici c'est une partie sur lorsqu'on fait un examen en neuropsychologie comme en psychologie clinique d'ailleurs, on commence par recueillir des informations auprès du patient et mener une première étape d'observation du comportement de ce patient. Donc une première partie va porter sur ça. Donc je ne sais pas si vous avez des différences de niveau, mais j'imagine que dans votre cursus, vous avez eu des cours de psychologie clinique. Donc vous verrez qu'il y a des choses qui se recoupent complètement avec ce que vous voyez en psychologie clinique à ce niveau. Une deuxième partie portera sur l'examen neuropsychologique en tant que tel. Donc l'examen neuropsychologique, là, ce sera vraiment l'examen de base, ayant improvisé soit diagnostic, donc plutôt évaluation, soit prise en charge ou revalidation. Mais ce sera vraiment l'examen de base. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. On verra plus de détails en fonction des types d'examens qu'on peut faire avec des personnes avec autisme, donc dans les prochains cours, ou alors des personnes avec des démences. La troisième partie portera sur quand est-ce qu'il faut considérer un bilan neuropsychologique comme anormal. Donc ici, on reviendra sur la question de la norme. Qui est une question très importante dans la pratique, notamment en neuropsychologie, puisqu'on utilise beaucoup de tests. Et une dernière partie qui portera sur l'influence des stéréotypes au niveau de cet examen. Donc c'est une partie qui sera plus orientée vers des stéréotypes liés au vieillissement. Donc ce sera pertinent, notamment pour des examens dans des consultations mémoire, par exemple, pour des patients atteints de démence ou plus particulièrement de maladies de type Alzheimer. Mais ceci dit, il peut y avoir d'autres stéréotypes qui pourront... Moi, j'orienterai mon discours plutôt sur ce type d'examen, mais il peut y avoir bien sûr de l'influence des stéréotypes sur d'autres types de pathologies, par exemple. Ok, donc on va commencer avec le recueil d'informations et les observations de base, donc cette première partie du cours. Donc en ce qui concerne donc ce recueil d'informations et ces observations de base, une première chose qui est le but de ce premier contact avec le patient, ça va être de recueillir des informations sur les raisons de sa venue à la consultation. Donc une des premières choses, ce sera de recueillir des informations à propos de pourquoi lui, ce patient, est là vient vous voir en consultation. La deuxième chose qui sera importante par rapport aux raisons qui sont à l'origine de l'examen, une chose importante, c'est de savoir, ça va vous permettre aussi de savoir à quel point, donc notamment je pense aux patients qui viennent en consultation mémoire, ça va vous permettre de savoir à quel point ce genre de patient est conscient ou pas des troubles qu'il a. Est-ce qu'il en est conscient? Est-ce qu'il vient de lui-même? Ou est-ce qu'en fait, c'est plutôt ses proches ou un médecin qui l'envoie? Et voir aussi sa motivation à venir vous voir. Donc, des premières choses à faire, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les raisons à l'origine de cette demande d'examen. Deuxième chose importante à savoir, c'est de connaître l'histoire de la maladie. Donc, dans l'histoire de la maladie, il y a la nature des troubles. La nature des troubles, donc ça peut être
notamment des difficultés d'adaptation dans la vie quotidienne. Vous allez aussi devoir recueillir des informations sur la date d'apparition de ces troubles. Donc, est-ce qu'ils sont là depuis longtemps ou est-ce qu'ils viennent d'apparaître? La chronologie aussi, l'évolution. Donc ici, vous allez essayer de recueillir donc, des informations sur le passé du patient. Donc ça va vous permettre d'évaluer les modes de fonctionnement du patient. Vous devrez donc apprécier le fonctionnement cognitif prémorbide, donc avant qu'il ait développé la maladie de votre patient. Tout ça, c'est en recueillant donc, des informations sur le passé de celui-ci, à la fois son passé au niveau scolaire, au niveau professionnel et au niveau familial. Donc, ces informations que vous allez recueillir au cours de ce bilan, ainsi que les informations qu'il y aura dans le dossier médical du patient, vont vous permettre finalement d'orienter le contenu de votre évaluation. Le contenu du bilan que vous allez réaliser. Donc maintenant, je vais essayer de parler, en fait, de reprendre chacune de ces petites sous-parties, donc voir un peu plus précisément qu'est-ce qu'on entend par recueillir des informations sur les raisons à l'origine de l'examen, l'histoire de la maladie, et on reviendra sur le recueil aussi d'informations concernant le passé de ce patient. Au niveau de l'origine de la demande, donc le patient peut être lui-même à l'origine de cette demande, parce que soit lui, il a des difficultés au niveau professionnel ou alors dans sa vie quotidienne. Donc il peut avoir, par exemple, si on pense à des patients âgés, on peut se dire qu'une des raisons de consulter, c'est de se dire que on a des plaintes mnésiques, des pertes de mémoire, on se plaint de ça. Ça peut être aussi, c'est souvent le cas, les proches. Donc, par exemple, dans le cas où les troubles comportementaux ou les troubles cognitifs seraient déniés, voire sous-estimés par le patient lui-même. Donc ça, c'est le cas notamment, imaginez des patients âgés en consultation en mémoire qui, peuvent ne sont pas forcément conscients de leurs troubles. Donc ils arrivent souvent à la consultation à la demande de leurs proches parce que ça leur fait... ils disent que ça fait plaisir aux proches que lui aille à cette consultation. Et souvent, ces personnes âgées ne vont pas savoir forcément ce qu'est un neuropsy et ce que représente le bilan des fonctions supérieures. Donc, et nombreux d'entre eux ne présenteront pas non plus forcément de plaintes mnésiques, parce que parfois ils ne sont pas conscients qu'ils ont des troubles mnésiques. Donc, c'est assez délicat de comprendre en fait comment ce genre de patients vont donner du sens à la consultation. Comment, dans ce cas, respecter le fait que le patient n'est pas en demande? Donc, c'est une question à se poser. L'origine de la demande, ça peut aussi être un médecin. Donc, c'est aussi souvent le cas. Ça peut être un médecin dans une démarche plutôt diagnostique, notamment pour les atteintes neurocognitives, donc les maladies de type les démences. Ça peut être aussi un médecin sur la base d'un retard, par exemple, dans le développement du langage chez des enfants, ou encore au niveau un retard au niveau du développement de la motricité, ou encore un enfant avec des difficultés, des troubles des apprentissages. Ça peut être des bilans soit pré, soit post-opératoire. Donc, je pense notamment dans le cas de crise d'épilepsie. Donc, on doit faire des fois, on peut en être amené à devoir faire des opérations lorsque le traitement médicamenteux ne permet pas de contrôler les crises. Le médecin peut aussi vous envoyer des personnes pour un projet de rééducation spécifique, rééducation, remédiation, des suivis de patients, notamment des suivis de patients schizophrènes, ou de l'expertise médico-légale, par exemple dans le cas de trauma crânien suite à des accidents de la circulation, des accidents du travail. Les raisons de cette demande d'évaluation ne vont pas toujours être très bien précisées lors de la première rencontre avec votre patient. Ou même elles peuvent ne pas être tout à fait appropriées compte tenu de la vraie problématique ou de la problématique que présente le patient. Donc ce sera à vous d'essayer de comprendre d'où vient la demande et quelles sont ces différentes... quelles sont les raisons qui sous-tendent cette demande.
Donc, il faut faire attention, bien sûr, à ce que tout ça se passe dans votre domaine d'expertise. Donc, cette demande se situe bien dans le domaine d'expertise, et si ce n'est pas le cas, nous renvoyez la personne vers d'autres professionnels. Donc, bien sûr, vous devez également respecter le code de déontologie. Donc, vous ne pouvez pas faire de fausses expertises, même si on vous le demande, par exemple, dans le cadre médico-légal. Donc, tout ça, donc bien identifier l'origine de la demande et aussi les objectifs de la personne, ça va permettre de mieux cerner finalement l'attitude qu'a la personne envers la consultation et sa motivation. Savoir si, par exemple, est-ce que c'est une personne qui est contrainte quand elle vient en consultation. Donc, vous pouvez avoir comme exemple des adolescents avec des troubles du comportement. Donc, eux ne viennent généralement pas c'est pas eux qui sont en demande, c'est plutôt les proches, notamment les parents. Donc, ils peuvent venir dans le cas de dépression ou des TDAH aussi, des troubles d'hyperactivité. Ou chez des enfants, c'est souvent des cas qui viennent en consultation, mais la demande ne vient pas d'eux en fait. Ou encore des patients schizophrènes en phase active qui, eux, vont absolument pas vouloir venir vous voir. Donc, c'est important de connaître l'origine de la demande pour voir effectivement si la personne vient de son plein gré ou bien si elle est un peu forcée. Et de connaître aussi les enjeux de cette demande, notamment dans le cas de difficultés professionnelles ou d'expertise médico-légale. Au niveau de l'histoire de la maladie, vous devez être attentif donc à cette histoire de la maladie. Vous devez être attentif à la nature de l'atteinte cérébrale, nature qui peut être connue, donc vous l'aurez dans le bilan médical, dans le dossier médical, ou alors supposée. Vous allez avoir une idée de la localisation potentielle et l'étendue des lésions. Soit vous la supposez en fonction de tel ou tel trouble, tel patient peut avoir des lésions dans telle ou telle partie, ou présenter des profils plutôt atypiques, on va dire. Et vous devez aussi faire attention peut-être que si vous supposez supposer que que c'est une atteinte cérébrale d'un certain type, peut-être que pour vous donner plus d'informations, vous devez prendre en compte la chronologie des troubles. C'est-à-dire de se dire, quelle est la nature des troubles initiaux, leur date de début d'apparition et leur mode d'installation. Est-ce que le début était insidieux, c'est-à-dire bénin, ou en apparence, ou pas. Et la dernière chose, c'est la mode d'évolution. Donc, comment a évolué cette pathologie ? Est-ce que ça a été une évolution plutôt progressive ou une évolution qui est stable ? Donc, par exemple, dans les maladies de type dégénératif, donc dans les processus dégénératifs, pour pouvoir identifier un processus dégénératif, vous allez avoir une installation insidieuse des troubles, des symptômes, depuis déjà quelques mois, donc 6 mois minimum, peut-être ça peut être un peu plus long. Vous allez avoir une aggravation progressive des troubles, et la nature et la chronologie des troubles vont être spécifiques à chaque maladie. Donc, on va le voir, et peut-être que vous le savez, vous devez certainement déjà en avoir conscience. Il y a différents types de processus dégénératifs. Il y a plusieurs atteintes neurocognitives distinctes. Et la nature et la chronologie des troubles va vous permettre d'avoir une idée de quel type finalement de démence ce patient présente. Parce que la nature et la chronologie des troubles vont être spécifiques à chaque type de démence. Une autre chose, ça va être que si vous disposez d'imagerie, donc vous allez pouvoir savoir s'il y a des atrophies et dans quel endroit du cerveau. La première localisation, notamment de ces atrophies cérébrales ou de problèmes plus fonctionnels, au niveau d'activation de certaines aires ou de sous-activation ou suractivation de certaines parties du cerveau, ça va aussi vous aider à savoir quel type de pathologie va présenter ce patient. Donc notamment la localisation de l'atrophie cérébrale, c'est très important parce que chaque maladie va débuter par un site particulier. Puis la recherche évolue à ce niveau, donc on pourra de plus en plus arriver à des diagnostics plus spécifiques grâce notamment à l'imagerie. Après, parfois, il y a aussi des cas de patients qui vont présenter des plaintes
mnésiques notamment, mais sans atrophie cérébrale. Donc ce seront des patients qui seront peut-être plus difficiles à diagnostiquer. Il sera aussi important pour vous de vous informer sur les antécédents développementaux, des problèmes au cours du développement, des antécédents médicaux du patient aussi. Par exemple, s'il a eu des troubles cardiovasculaires, des abus de substances. C'est important à savoir pour pouvoir aussi orienter votre bilan et savoir quel type de pathologie il pourrait présenter. Bien sûr, vous devez connaître, savoir s'il y a des antécédents psychologiques ou psychiatriques, comme de l'anxiété, de la dépression, des problèmes de sommeil ou encore des problèmes familiaux. Bon, il est important de s'informer sur les traitements médicamenteux que prend le patient. Donc, normalement, en théorie, pour tout bilan sur des fonctions cognitives, on devrait demander au patient de suspendre sa prise de médicaments qui pourraient impacter sur le fonctionnement cognitif. Mais vous comprendrez que ce n'est pas toujours le cas et ça peut être parfois très difficile de demander à certains patients de ne plus prendre leurs médicaments, ce qui pourrait leur provoquer des crises d'angoisse ou je ne sais quoi, s'ils prennent des thymorégulateurs. Bien sûr, ça va influencer le bilan, mais vous ne pouvez pas non plus les mettre en danger. Donc il faut en tenir compte simplement dans votre bilan. Bien sûr, il est important de s'informer sur les résultats d'examens médicaux, paramédicaux, donc bilan neurologique, s'il y a eu lieu, IRM, paramédicaux, donc des bilans qui seraient liés de orthophonique, de l'ergothérapie par exemple. Donc voilà, donc ce que vous allez recueillir ici comme information par rapport à l'histoire de la maladie, ça va guider votre bilan. Et l'objectif de ce bilan va être différent si, en fonction de... le contenu du bilan va être différent en fonction de votre objectif. Si l'objectif de ce bilan, c'est un bilan d'évaluation, plutôt diagnostique, vous allez... peut-être commencer, par exemple, si vous suspectez une maladie d'Alzheimer, vous allez commencer par faire un bilan sur, par exemple, les capacités mnésiques de la personne ou encore ses capacités de langagière, etc. Parce que vous savez que c'est les choses qui sont... La mémoire est la chose la première à être atteinte et puis le langage l'est aussi, par la suite, plus lentement. Ou, donc forcément, les infos que vous allez recueillir, ça va vous permettre d'orienter votre examen. Et vous pouvez aussi avoir un examen, notre objectif. C'est peut-être pas un objectif diagnostique, mais peut-être un objectif d'évaluation ou de revalidation dans le cadre d'une prise en charge qui est déjà dans un cadre nosologique qui serait connu. Dans ce cas, vous orienterez le bilan de façon différente. Au niveau de... la troisième chose que vous allez devoir faire, c'est recueillir des informations auprès de votre patient et auprès de ses proches. Ici, vous allez devoir vous questionner et regarder quelle est la différence entre les difficultés rapportées par le patient et celles que rapportent ses proches. C'est important dans ce cas parce que vous allez pouvoir évaluer les capacités d'introspection du patient. D'essayer de voir si lui, en fait, est capable de rapporter ses difficultés. Quelle est la nature de ces difficultés, quel est leur degré de retentissement sur son fonctionnement, sur son fonctionnement au quotidien. Est-ce qu'il a des potentiels... vous allez voir les capacités d'introspection du patient, vous pouvez le voir parce qu'en comparant ce que lui rapporte par rapport à ses difficultés et ce que rapportent ses proches. Vous allez aussi pouvoir comparer dans son discours, pouvoir évaluer
s'il a des déficits mnésiques potentiels, dans le sens où comment il va rendre compte, comment il va raconter la chronologie des événements. Est-ce que ça va être comparable à ce que vous racontent ses proches? Vous allez aussi pouvoir voir ses réactions émotives quand il vous explique. Donc ça peut être important pour évaluer, par exemple, l'anosognosie, le fait qu'il a conscience ou pas de sa maladie ou de sa condition. Ou est-ce qu'il est plutôt dans le déni ou est-ce qu'il est plutôt dans l'amplification des difficultés? Donc la présence du proche est très importante et souhaitable, notamment au cours de cette anamnèse, de ce premier recueil d'informations, parce qu'il va venir confirmer, préciser ou voire nuancer les éléments que va rapporter le patient par rapport à la nature et la chronologie de ces changements comportementaux. Donc, voilà. Et quant aussi à l'impact de ces changements sur son autonomie. Donc il peut y avoir, pour vous donner un exemple, il peut y avoir notamment, ce à quoi je pense, c'est par exemple dans les troubles des conduites sociales ou des troubles de la personnalité. Souvent, en fait, les patients vont être plutôt apathiques, avoir des comportements puérils ou plutôt désinhibés, être un peu agressifs. Et souvent, ces comportements-là ne sont pas rapportés par le patient au cours de la consultation, mais plutôt par ses proches. Une deuxième chose, donc ce que je disais tout à l'heure, vous allez aussi devoir recueillir des informations sur le passé scolaire et professionnel du patient. Donc l'évaluation ici, elle se fait toujours en référence à des hypothèses sur le fonctionnement cognitif antérieur du patient et de ses domaines d'expertise. Donc il est évident que pour vous donner un exemple, voilà, votre grand-mère, si elle n'aura pas, imaginez, elle ne connaît pas, si vous lui parlez d'Instagram et qu'elle ne connaît pas Instagram, ça ne veut pas dire qu'elle a des problèmes de langage ou des pertes de mots. C'est juste que ce n'est pas de son époque et qu'elle ne connaît pas. Ou par exemple, un médecin qui aurait oublié le sens du mot stéthoscope, ça pourrait vouloir dire qu'il a notamment des pertes de mémoire ou des problèmes au niveau du langage. Par contre, si c'est quelqu'un de tout venant qui ne connaît pas le sens du mot stéthoscope, qui est un mot un peu spécifique, bon, bien qu'il est quand même connu, mais je veux dire, vous voyez, en fonction du domaine d'expertise et du fonctionnement cognitif intérieur de la personne, un déficit pour l'un ne peut ne pas en être pour un autre. Bon, évidemment, c'est toujours difficile de disposer d'évaluations pour tout type de personnes. Souvent, les personnes arrivent en consultation, on n'a pas d'évaluation sur leur fonctionnement cognitif antérieur. Donc c'est pour ça qu'il est important lors de cette première consultation de mener un entretien précis et d'essayer d'obtenir un descriptif détaillé aussi du niveau culturel de la personne. Et donc pour ça, vous allez pouvoir poser des questions par rapport au cursus professionnel, au cursus scolaire, aux activités que fait la personne. Donc essayez de voir si par exemple au niveau de l'école elle a eu des problèmes au niveau des retards ou des troubles d'apprentissage et de voir un peu son niveau global au cours des études. Est-ce que c'est des gens, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, quels sont les diplômes, quelles sont les classes qu'elle a sautées, redoublées, etc. Pour les patients aussi qui auraient un niveau d'études faible, qui auraient fait peu d'études, peut-être essayer de voir quels sont leurs centres d'intérêt pour avoir une idée de leur niveau culturel. Donc, ce qui va guider finalement le choix des tests et des normes que vous allez utiliser. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est important de connaître le niveau culturel des patients, notamment par rapport aux normes que vous allez sélectionner, pour pouvoir avoir des standards de comparaison qui sont adéquats. La conscience des troubles, c'est une question aussi que vous allez essayer de voir au niveau de cette première consultation, voir si le patient est conscient de ses difficultés. Il peut y avoir de l'anosognosie, donc ça veut dire l'absence de prise de conscience de ces troubles, qui peuvent être provoqués notamment par une lésion cérébrale. C'est le cas dans certains AVC, de la maladie d'Alzheimer, c'est très souvent le cas.
d'autres maladies neurodégénératives, des démences de type Korsakoff, des traumas crâniens peuvent présenter de l'anosognosie. On a aussi ce qu'on appelle l'anosodiaphorie. Ici, c'est que le patient est conscient de ses troubles, mais il n'en est pas, il fait comme s'il n'était pas affecté, ou il les banalise. Donc ça va se présenter avec, c'est un trouble de la conscience de soi qui se présente avec une certaine insouciance. Donc le patient sait qu'il a quelque chose, mais on dirait qu'il n'en mesure pas les conséquences. Donc ça va être des patients qui vont être capables de décrire et d'appréhender leurs troubles, mais qui n'en manifestent que peu ou pas de réaction émotionnelle, mais de façon plutôt inappropriée. Donc pour ça, c'est important de regarder, pour avoir une idée, par exemple, de pouvoir voir si le patient présente de l'anosodiaphorie ou un profil un peu anosodiaphorique. Vous allez devoir observer ses réactions face à ses échecs, notamment lors de l'examen. Ça peut vous donner une idée. Et son comportement face à ces troubles va aussi participer au diagnostic, évidemment. Donc tout ça, ça se passe par l'évaluation des handicaps, c'est-à-dire donc les handicaps, je veux dire les troubles vraiment que le patient qui affectent finalement la vie quotidienne du patient, les troubles qu'il rencontre dans sa vie quotidienne. Disons que ces performances, tous les tests que vous allez faire passer ne vont jamais refléter totalement le handicap au quotidien de votre patient. Donc pour pouvoir évaluer finalement ces handicaps au quotidien, on peut utiliser, notamment dans le cadre plutôt au sein du vieillissement, dans le cas de maladies neurodégénératives, on peut utiliser l'échelle d'autonomie de Lawton. Donc je vais vous la présenter. Donc voilà, ça c'est une des évaluations qui est souvent utilisée donc en gériatrie. Donc on va poser des questions au patient sur les activités qu'il est capable de faire. Plus que donc c'est plutôt sur ce qu'il va être capable de faire. On va lui demander, plutôt que ce qu'il est capable de faire, on va plutôt le questionner sur ce qu'il fait réellement. Voilà. C'est dans le sens où on va orienter ces questions à la fois, on va les poser aux patients et aussi à ses proches pour essayer de voir, parce que je veux dire, quand quelqu'un vous dit qu'il pense qu'il est capable de prendre la voiture mais qu'il ne prend jamais la voiture, vous voyez, il y a un retentissement un peu différent des troubles sur le fonctionnement quotidien. Donc l'échelle, elle va de 0 à 8. Donc 0, ce serait une dépendance totale, et 8, ça veut dire indépendance totale. Donc ça marche peu importe le genre du patient. Et c'est pas très utile pour le dépistage d'une démence précoce, mais ce serait utile pour le suivi. Donc vous voyez, vous avez des premières choses sur notamment sa capacité à utiliser le téléphone. Est-ce qu'il l'utilise de sa propre initiative? Est-ce qu'il compose des numéros ou compose que quelques numéros prévus, décroche mais ne compose pas seul? Est-ce qu'il utilise ou est-ce qu'il n'utilise pas le téléphone? Est-ce que donc des questions par rapport aux courses, des questions par rapport à la cuisine? Est-ce qu'il fait ses repas seul? Est-ce qu'il les cuit mais après préparation de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il fait la cuisine mais ne tient pas compte des régimes imposés? Est-ce qu'il nécessite des repas qui sont préparés, servis? Par rapport au ménage, par rapport au linge, par rapport au transport, par rapport aux médicaments, et est-ce qu'il gère aussi son argent de façon autonome? Bon, comme je vous disais, c'est une échelle qui peut être utile, notamment dans le cadre de suivi de démence, qui peut permettre donc justement d'avoir une idée de comment le patient fonctionne dans la vie quotidienne. Ce que les tests ne vous permettront pas du tout d'appréhender.
Donc on va passer pour la deuxième partie du cours qui va porter ici sur l'examen neuropsychologique. Donc ici on va voir dans l'examen neuropsychologique, on va voir plutôt l'examen neuropsychologique de base, c'est-à-dire un examen que vous feriez lors d'une première consultation, à visée d'évaluation ou peut-être même de suivi, mais d'un patient que vous n'aurez peut-être pas, vous, déjà vu. Donc, je vais vous présenter les tests de base. Donc, au niveau de cet examen, ce qui va être important dans un premier temps, c'est le choix des épreuves. Il y a des principes qui vont vous aider à guider ce choix des épreuves. Donc bien sûr, vous avez 3 principes qui les guident et ce choix des épreuves dépend aussi de votre objectif. Est-ce que ça va être une première évaluation, un bilan, une revalidation Voilà, vous allez orienter le bilan de façon différente en fonction de l'objectif. Mais il y a toutefois 3 principes qui vont guider ce choix. Donc le premier principe, c'est d'essayer d'évaluer, de faire un bilan sur les domaines dans lesquels la probabilité d'observer un déficit est grande. Donc par exemple, si vous accueillez une personne dans le cadre d'une consultation mémoire, vous allez évidemment centrer les premiers tests sur les domaines comme la mémoire ou encore le langage, où vous savez que la probabilité d'observer des déficits dans le cadre de ces bilans est grande. Le deuxième principe, ça va être de choisir des épreuves qui nécessitent la mise en œuvre de plusieurs fonctions. Donc des épreuves qui sont plutôt courtes et qui vont vous permettre d'évaluer plusieurs choses en même temps. Par exemple, la mémoire, le langage en même temps, des capacités visio-constructives ou des épreuves qui regroupent qui vous permettent d'évaluer plusieurs fonctions en même temps. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas non plus énormément de temps lors de cette première consultation. Et des épreuves qui, je viens de le dire, qui ne sont pas très longues. Autre chose qui est important, c'est l'ordre de passation de ces épreuves. Donc vous allez devoir faire attention à cet ordre de passation. Donc, on dit souvent qu'au début, vous devez commencer par faire des épreuves qui vont nécessiter le plus d'attention. Donc, les épreuves pour lesquelles l'investissement attentionnel va être important. Donc, pourquoi ? En raison de la fatigabilité de certains patients. Et aussi de leur fatigabilité. Donc peut-être que si vous faites des épreuves qui nécessitent le plus d'attention à la fin du bilan, ils vont obtenir de moins bonnes performances, simplement pas parce qu'ils ont des troubles au niveau de ces fonctions-là, mais parce que simplement en fait ils sont fatigués. Et on fait toujours à la fin des épreuves qui sont plutôt faciles pour ménager les patients qui se retrouveraient aussi souvent en échec. Donc, essayer de faire une tâche très simple à la fin qui permette aux patients de ressortir avec une humeur ou un état d'esprit plus positif, qu'ils ne soient pas toujours en échec et qu'ils ne finissent pas l'examen par un échec. Autre chose ici, je ne l'ai pas noté, mais qui est important, peut-être que je reviendrai par la suite là-dessus. Vous devez faire attention à ce que certaines épreuves n'interfèrent pas avec d'autres. Donc, par exemple, vous pourriez avoir des épreuves qui nécessitent, par exemple, du langage. Donc, vous faites lire aux patients des mots. Et si après vous faites une épreuve de mémoire, il est possible qu'il y ait des intrusions dans son épreuve de mémoire parce qu'il vous rappelle des mots qu'il y a eu dans l'épreuve de langage. Donc faire attention. Il peut aussi y avoir un effet, notamment faire attention de ne pas mettre votre patient aussi immédiatement en échec, parce qu'on connaît aussi certains effets
par exemple, si vous mettez la personne en échec, elle aura, après, ça va activer chez elle certains stéréotypes, elle va se sentir mauvaise, etc. Ce qui va impacter en fait les épreuves qu'elle fera après. Elle n'aura pas son niveau optimal de performance, mais elle aura un niveau moins bon parce que justement, elle était en échec dans les épreuves qu'elle a fait avant. Donc toujours faire attention dans l'ordre dans lequel vous allez faire passer ces épreuves. Et enfin, j'avais mis une dernière chose. Donc pensez à alterner entre tâches exigeantes et celles qui le sont moins. Voilà, bien sûr. Les observations, donc il est important d'observer le comportement des personnes, enfin pas simplement de prendre le résultat du test, mais d'observer aussi comment finalement la tâche est effectuée. Donc essayez d'observer le comportement du patient, ses réactions. Est-ce que, plutôt son apparence aussi, est-ce qu'il est plutôt une apparence soignée, plutôt négligée, est-ce qu'il s'applique lorsqu'il fait des tests, est-ce qu'il fait de son mieux ou est-ce qu'il baisse facilement les bras en cas de difficulté? Est-ce qu'il s'intéresse à vos tâches? Ses réactions face aux tâches, c'est-à-dire est-ce qu'il va être plutôt apathique? Est-ce qu'il va présenter une forme de lenteur à dire ses idées? Est-ce qu'il va se présenter plutôt de façon un peu familière avec vous? Est-ce qu'il va faire preuve d'impulsivité? Donc vous devez regarder comment, pas simplement les résultats, mais comment la tâche est effectuée. Donc aussi voir quel est son état émotionnel. C'est-à-dire est-ce que ça fera partie intégrante du bilan que vous allez réaliser. Donc est-ce que, par exemple, est-ce qu'il est indifférent? Est-ce qu'il a une tendance à bouger? Est-ce qu'il a l'air un peu anxieux? Est-ce qu'il présente des traits dépressifs? Voilà. Est-ce qu'il se fatigue vite? Donc il faut faire attention à ces émotions pendant la tâche, donc en raison notamment de la nature symptomatique possible, donc des émotions qui manifestent, et aussi évidemment de l'influence de ces émotions sur le fonctionnement cognitif. Comme je vous disais, si il est très atteint par ses propres échecs, il pourrait ne pas avoir de performance optimale aux tâches que vous allez lui faire faire par la suite, s'il en échoue une par exemple. Donc les émotions qu'il va ressentir sont très importantes et font vraiment partie du bilan. Au niveau de donc ici, voilà, pour vous parler uniquement du bilan neuropsychologique de base, un des premiers tests que vous pouvez faire passer, donc notamment dans le cadre de patients qui viendraient vous voir en consultation pour une suspicion de maladie neurodégénérative, vous pouvez faire passer comme forme de bilan neuropsychologique de base un test que j'imagine que vous devez plutôt connaître. C'est le Mini Mental State, donc le MMS. C'est une échelle très courte qui vous permet d'évaluer plusieurs fonctions cognitives en même temps, qui peut être passée rapidement, et ça vous permet de faire un dépistage rapide de troubles cognitifs qui peuvent être, disons que le MMS n'est pas l'échelle la meilleure pour les troubles cognitifs légers, mais elle peut vous permettre de diagnostiquer des troubles cognitifs à des stades modérés, on va dire, ou plus avancés. Donc il est composé de 30 questions portant sur l'orientation spatiale et temporelle, la mémoire à court et à long terme, des capacités de calcul, de mémoire, là j'ai mis 2 fois, mais en fait ce sera de mémoire plutôt de travail, des capacités langagières et des praxis constructives, donc la capacité à faire des dessins, par exemple, de reproduire des dessins ou des gestes. Donc c'est un bon outil pour le dépistage des démences corticales et notamment de la maladie d'Alzheimer. Et il permet donc de déterminer la sévérité du syndrome démentiel, notamment avec le score seuil qui est à 26. Donc en dessous de 26, on va considérer que que la personne présente un syndrome démentiel. Après, il y a certains auteurs qui font différentes distinctions en fonction. Enfin, retenez que le score seuil, c'est 26. Un autre, donc je ne vais pas le détailler ici, mais c'est un autre test, une échelle de dépistage, plutôt ici pour les troubles cognitifs légers, donc le Montreal Cognitive Assessment, le MoCA,
qui est très intéressant parce qu'elle regroupe aussi plusieurs sous-tests. Donc elle permet d'être passée rapidement et d'évaluer plusieurs fonctions cognitives, notamment les capacités visio-constructives, les capacités exécutives, le langage, notamment avec la dénomination, la mémoire de travail, l'attention, la fluidité verbale, les capacités d'abstraction, le rappel et l'orientation spatiale et temporelle. Elle est d'un niveau de difficulté un petit peu plus élevé que le MMS, donc c'est plutôt orienté pour les troubles cognitifs légers. Le MMS, donc vous l'avez ici, je vais enlever la webcam pour que vous puissiez le voir. Donc vous avez, je l'explique brièvement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc le score total, c'est un score de 0 à 30. Comme je vous disais, le score seuil, c'est de 26. Vous avez des questions au niveau de l'orientation. Donc les premières questions, par exemple, quelle est la date complète d'aujourd'hui? En quelle année sommes-nous? En quelle saison? En quel mois? Quel jour du mois? Quel jour de la semaine? Donc ici, on va voir si la personne sait s'orienter dans le temps et au niveau de l'espace. On va lui demander quel est le nom de l'hôpital où nous sommes, bien sûr si vous êtes dans un hôpital, dans quelle ville se trouve-t-il, le nom du département dans lequel est située cette ville, dans quelle province, région est situé ce département, à quel étage sommes-nous, si bien sûr c'est un bâtiment avec plusieurs étages. Puis vous pouvez évaluer ses capacités d'apprentissage, donc on va lui demander de retenir 3 mots, donc c'est plutôt des capacités d'apprentissage, de mémorisation, puis des capacités d'attention ou de calcul, donc on lui fait compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois. Et écrire le mot monde à l'envers, vous pouvez changer le mot, le rappel, pour rappeler les 3 mots. Le langage, on montre des objets comme un crayon, objet courant, et on leur demande quel est le nom de cet objet. Puis si vous avez une montre ou un autre objet, quel est le nom de cet objet? À nouveau le langage, on lui fait répéter une phrase comme pas de mais, de si, ni de et. Puis on pose une feuille de papier sur le bureau, plutôt les capacités, voir si elle arrive à faire, si la personne arrive à faire ce qu'on lui demande. Prenez la feuille avec la main droite, pliez-la en deux, jetez-la par terre. Et puis regardez ses capacités de lecture. On lui passe une feuille dans laquelle on a marqué « Fermez les yeux » et on lui demande de faire ce qu'il est écrit. Et puis on lui demande d'écrire une phrase pour évaluer aussi ses capacités au niveau de l'écriture. Et pour les praxis constructives, donc on fait un dessin sur une feuille, par exemple ça peut être 2 formes de figures ou 2 trapèzes, ça ressemble à 2 trombones entremêlés, c'est le dessin qu'on fait habituellement. On leur demande de recopier ce dessin. Donc ça c'est pour le MMS. Comme je vous dis, pour les troubles cognitifs légers, vous pouvez aussi utiliser le MoCA. Le MoCA comporte aussi ce test, donc le test de l'horloge, où là vous allez demander au patient pour voir s'il sait s'orienter et reproduire une horloge. Vous lui demandez d'écrire l'heure, par exemple 5h moins le quart. Et quand vous allez lui demander ça, donc voici des dessins que j'ai récupérés de patients atteints de début de démence de type Alzheimer. Donc vous voyez le premier patient qui essaie d'écrire donc 5h moins le quart, donc 2, 13, 14, 15, 16, 17. Vous allez voir, ça se dégrade. Qui essaie encore d'écrire 5h moins le quart. Puis vous avez un dernier patient où là, c'est un stade vraiment assez important. Donc vous voyez, sur le test de l'horloge, essayer d'écrire 5h moins le quart. C'était assez dur pour celui-ci. Le test de l'horloge, donc c'est pareil, c'est pour essayer d'évaluer si la personne sait se repérer finalement sur une horloge. Donc ce test-là, il peut y avoir celui-là ou le dessin du cube renversé qui font partie des tests pour mesurer les capacités visio-constructives. Au niveau du MoCA, ils sont présents. Et pour le MMS, vous pouvez toujours faire passer le MMS et le test de l'horloge au cours de la consultation.
Toujours, comme je vous disais, ici, ce serait une consultation orientée plutôt pour évaluer deux types de démence. Une des fonctions cognitives que vous allez devoir, qui est utile d'évaluer au cours d'un examen neuropsychologique de base, c'est l'attention. Donc l'attention, la vigilance au cours de l'examen. Donc cette évaluation doit avoir lieu en début d'examen pour être capable d'apprécier les performances du participant sans effet de fatigue. Parce qu'évidemment, les tests d'attention sont très sujets, on va dire, à la fatigue, va vachement les influencer. Donc, vous allez pouvoir aussi mesurer les capacités de maintien d'attention. Donc ici, on peut citer des épreuves comme des épreuves de vigilance, le Digit Vigilance Test, l'Endurance D2, la Brief Test of Attention. Donc je vous en présente une seule, donc le Brief Test of Attention. Donc c'est un test d'attention auditive partagée. Donc vous avez 10 séries de lettres et de chiffres. La longueur peut varier de 4 à 18 items qui sont présentés à l'oral, comme M6, 3, L, G, 2, R, F, 4, etc. Et puis vous avez deux versions, la version N et la version L. Et dans la version N, on vous demande donc de dire combien de chiffres ont été présentés. Vous avez 5 secondes pour répondre après chaque liste, donc de longueur variable de 4 à 18 items. Et la version L, ici, on va vous demander de rappeler combien de lettres combien de lettres ont été prononcées. Pareil, vous avez 5 secondes pour répondre. Et les scores sont ensuite établis en calculant le nombre de bonnes réponses. On peut aussi vouloir évaluer les ressources attentionnelles et la mémoire de travail en utilisant des tests d'empan, un pan numérique en ordre direct, donc 1, 4, 6, 7, vous devez répéter 1, 4, 6, 7, ou inverse, donc vous devez répéter les chiffres en ordre inversé, donc 7, 4, 6, 1, je me trompe peut-être. Du Brown-Peterson, donc c'est-à-dire qu'on peut faire, d'abord on vous présente quelques mots, une tâche de distraction, puis on vous demande de rappeler le mot, des tâches d'empan complexe, donc la même chose, mais après chaque mot vous avez une tâche de distraction et à la fin vous devez rappeler les mots. Ou encore celle qui est connue, issue de la Weiss et du WISC, c'est la séquence lettres-chiffres, donc qui va de deux lettres, de 2 items, donc une lettre, un chiffre, à 8 items. Ici, on vous demande de restituer dans l'ordre croissant pour les chiffres et dans l'ordre alphabétique pour les lettres. Donc vous avez à chaque fois 3 essais pour chaque niveau. Donc L2, vous devez rappeler 2L. 6P, donc 6P, B5, 5B. Ça se complexifie si on va ici où il y a 5 items à rappeler. Donc par exemple, si on prend l'exemple K2C7S, donc le sujet doit d'abord rappeler les chiffres 2, 7, puis C, K, S dans l'ordre alphabétique. Et puis ça se complexifie. Donc à chaque fois, on a 3 essais pour chaque niveau et on note les notes à chaque fois aux essais, donc 0 ou 1, et la note à l'item, donc de 0, 1, 2 ou 3. Donc ça, c'est une séquence d'être chiffres pour évaluer capacité de mémoire de travail. On doit aussi évaluer une des fonctions qu'on évalue. Souvent, ce sont donc les fonctions exécutives. Donc, je vous rappelle, c'est un vaste réseau qui implique à la fois des aires préfrontales et d'autres régions cérébrales, qui permet régulation des processus de contrôle, d'inhibition, d'attention, de flexibilité mentale, d'élaboration de concepts, planification. Donc, tout un tas de processus de contrôle qui permettent aussi la planification, l'organisation. Donc, c'est important de les évaluer parce qu'elles sont nécessaires à l'adaptation à des situations nouvelles et aussi elles sont nécessaires au fonctionnement dans la vie de tous les jours.
Donc ça vous permet, en fait, en évaluant les fonctions exécutives, de savoir si le patient pourrait présenter des fonctionnements aussi dans sa vie quotidienne. Et puis ça, évaluer les fonctions cognitives, c'est important parce qu'elles interviennent dans tous les secteurs cognitifs. Donc dans les troubles de l'attention visuelle, il peut y avoir des fonctions exécutives en jeu, dans l'attention sélective, l'attention soutenue, une baisse de l'efficience mnésique, par exemple la sensibilité aux interférences, des troubles du langage, etc. Donc vous avez différents tests pour pouvoir les évaluer. Donc par exemple le test de flexibilité mentale, des tests de flexibilité mentale comme le Tray Making Test que vous devez connaître, le Wisconsin Card Sorting Test, la flexibilité spontanée, donc en évaluant par exemple l'affluence verbale, demander à des personnes de produire des mots qui commencent par la lettre S par exemple. De l'inhibition, des capacités d'inhibition avec le Stroop ou le Go-No-Go, et des capacités de planification comme avec la Tour de Londres. Puis vous avez l'échelle BREF qui vous permet d'évaluer les fonctions cognitives. Donc c'est une échelle un peu comme ce que je vous ai présenté, MMSE, MOCA, qui est intéressante parce qu'elle vous permet d'évaluer plusieurs fonctions exécutives en même temps. Donc le Trail Making Test, bon, vous le connaissez en général, hein, la version A et la version B. Connecter le plus rapidement 2 points tout en restant juste. Donc, soit juste les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le plus rapidement possible et sans faire d'erreur. Et la partie B où on doit faire les chiffres, puis les lettres dans l'ordre alphabétique. Donc, 1, A, 2, B, et hop, voilà, vous voyez, le plus rapidement possible et en restant juste. Le Wisconsin Card Sorting Test, donc ici vous avez 4 cartes de base qui diffèrent donc en fonction des formes, de la couleur, rouge, vert, bleu ou jaune, et du nombre, donc 1, 2, 3 ou 4. Vous devez associer une à une 128 cartes avec une de ces cartes de base. Donc ici, voici la carte. Dans l'exemple que je vous donne, voici la carte à associer avec une des cartes de base. Donc l'expérimentateur, donc vous, ou le neuropsychologue, va décider si les cartes doivent être classées par couleur, par forme ou par quantité. Et vous changez la règle pendant le test. Vous ne le dites pas, mais vous indiquez à la personne si, quand elle dit cette carte ira avec celle-là, est-ce que c'est bon ou pas. Vous mesurez le temps que va mettre la personne pour comprendre et prendre en compte de nouvelles règles, et également son nombre d'erreurs. Donc, c'est un test qui est assez sensible, notamment pour des patients qui ont des lésions cérébrales, donc des traumatismes crâniens. Au niveau des maladies neurodégénératives, c'est bien aussi, ou des pathologies comme la schizophrénie. Souvent, quand c'est présente des dysfonctionnements frontaux. Donc, pour maintenir la nouvelle règle et montrer des capacités d'inhibition, ces patients sont affectés et ont des performances assez déficitaires au Wisconsin Card Sorting Test. Ici, c'est la BREF, donc l'échelle dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est intéressante pour évaluer notamment la sévérité de syndromes dysexécutifs, donc syndromes frontaux. Et on peut avoir un effet plafond. Elle est quand même assez simple, un peu comme le MMS. Comme je vous disais, on a des effets plafonds avec des patients présentant des troubles exécutifs débutants. Donc ici, vous avez 6 sous-tests. Ces sous-tests valent donc 3 points chacun. Et le score des sujets contrôle, c'est donc entre 16 et 18. Là, ici, dans celui que je vous montre, il est clairement déficitaire. Donc, il est bien en dessous de 16. Donc, il y a une épreuve des similitudes. Donc, on demande, un peu comme dans la Weiss, on demande en quoi se ressemble une orange et une banane, une chaise et une table, une tulipe, une rose et une marguerite. Donc, quels sont les points communs entre ces différents types d'items. Donc, un fruit, des meubles, des fleurs, par exemple. Une épreuve de fluence verbale. Donc, on demande aux patients de donner le maximum de mots contenant la lettre S. Un comportement on évalue la préhension. On s'assoit devant le patient
Ses mains reposent sur ses genoux et il doit placer ses mains dans celles on place nos mains dans celles du patient. On va voir s'il les saisit ou pas spontanément. Les séquences motrices de l'URIA, donc tranche, poing, paume. Donc on montre à la personne comment faire. Donc on lui montre avec la main, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, donc ça c'est tranche, poing et puis paume en tapant sur la table. Et on lui montre 3 fois, puis on demande on lui montre 3 fois, puis on lui demande de le réaliser, de réaliser 3 fois avec nous, puis de le réaliser seul. L'épreuve des consignes conflictuelles, donc ici, on demande au patient de taper une fois. Donc, si je tape une fois, vous tapez 2 fois, et si je tape 2 fois, vous tapez 1 fois. Puis on commence par une séquence, une deuxième séquence, etc. Et le go no go, donc là. Ici, c'est il tape une fois lorsque vous tapez une fois et il tape pas quand on tape 2 fois. Donc c'est une épreuve d'inhibition. Donc c'est une échelle assez rapide à faire passer et qui est intéressante pour évaluer les syndromes, notamment des syndromes dysexécutifs, des problèmes frontaux. Hop. On peut vouloir certainement évaluer les fonctions mnésiques. Donc ici, il faut se questionner sur quels peuvent être les troubles que va présenter votre patient, des troubles de mémoire à court ou plutôt à plus long terme. Donc on sait que si c'est un bilan initial pour une pathologie de type maladie d'Alzheimer, la mémoire à court terme et les facultés d'apprentissage vont être affectées d'abord avant la mémoire à long terme. Donc on peut peut-être, en se posant des questions sur la possibilité, comme je vous disais, toujours essayer d'évaluer les domaines dans lesquels les déficits vont être les plus importants. Donc, dans ce cas, vous allez voir, essayer de proposer des tests de mémoire à court terme, plutôt que d'aller demander des détails épisodiques de la vie du patient. Lui, il va se souvenir. C'est pas ça qui pose problème dans le cas de la maladie d'Alzheimer, pas immédiatement en tout cas. Est-ce que c'est plutôt des troubles épisodiques, donc sur des épisodes de notre vie, ou sémantiques, plutôt sur des connaissances d'ordre général? Donc par exemple, si vous suspectez une démence, si vous voyez chez un patient des troubles de la mémoire sémantique, vous allez plus suspecter un type de démence sémantique. Mais s'il y a aussi épisodique, des troubles de mémoire épisodiques, alors vous pouvez suspecter plutôt une démence frontotemporale, peut-être une maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Donc les choix aussi des types de tests de mémoire que vous allez faire passer vont dépendre des hypothèses diagnostiques. Donc vous n'allez pas choisir le même type de test pour Alzheimer ou pour un trauma crânien. Évaluer aussi si c'est encodage, stockage ou récupération qui pourrait être le plus affecté. Un des tests les plus utilisés pour évaluer notamment la mémoire épisodique, c'est le RLRI-16, donc rappel libre, rappel indicé 16. Donc pour vous le présenter, donc on demande aux participants de retenir 16 mots. En premier, on lui fait identifier et rappeler les mots 4 par 4. Donc on lui présente les mots 4 par 4 et on lui pose des questions. Par exemple, quel est le nom du poisson, quel est le nom du vêtement? Et donc, il rappelle le nom du poisson que vous lui avez présenté, donc parmi les 4 mots que vous venez de lui présenter. Puis, il y a un rappel immédiat des 4 mots avec du feedback pour dire si c'est correct ou pas. Ensuite, il y a une tâche distractrice de comptage à rebours pendant 20 secondes. Puis, un premier rappel libre. Donc, le rappel libre 1, donc on laisse les participants rappeler les mots. Puis, on donne un feedback pour les items que le sujet ne trouve pas et on fait un rappel en donnant des indices. De nouveau, une tâche distractrice, puis un rappel libre 2 et un nouveau rappel indicé avec feedback. Tâche distractrice, rappel libre 3, rappel indicé avec feedback. Tâche distractrice, une tâche de reconnaissance. Et enfin, après 20 minutes, une tâche de rappel libre différé et une tâche de rappel indicé différé.
Après, on peut utiliser ce type de test. Il existe plein d'autres tests pour évaluer la mémoire. Mais par exemple, si vous avez des patients atteints de troubles amnésiques dont vous suspectez la présence d'une maladie neurodégénérative, vous pouvez, plutôt que de faire tout le temps des tests, vous pouvez également essayer de mettre en évidence leurs troubles d'une autre façon, c'est-à-dire en leur demandant simplement de faire un récit de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'ils sont capables de vous parler du Covid-19? S'ils n'en sont pas capables, je pense qu'ils ont des problèmes de mémoire à court terme. Vous pouvez poser des questions sur leur vie de tous les jours. C'est peut-être pas toujours utile de tout le temps faire passer des tests alors que vous pouvez peut-être discuter avec la personne, poser certaines questions qui vont vous permettre d'avoir une évaluation. Vous pouvez lui demander, pour évaluer la mémoire à long terme épisodique, de reconstituer sa biographie, d'expliquer un peu ce qu'il a fait pendant sa vie, quelles étaient pendant ses études, où est-ce qu'il a habité, qu'est-ce qu'il a fait comme métier, etc. Des récits aussi pour évaluer la mémoire sémantique. Vous pouvez lui demander de raconter des épisodes historiques qui ont eu lieu, vous le savez, pendant sa vie. Est-ce qu'il s'en souvient ou est-ce qu'il les a complètement oubliés? Donc, il n'est pas toujours utile de faire passer des tests. Vous pouvez aussi poser des questions à la personne. Ça va vous permettre d'avoir une première évaluation de son niveau cognitif. Une chose aussi que vous devez pouvoir évaluer, ce sont les gnosies. Vous allez pouvoir voir ces gnosies visuelles. Est-ce qu'il sait reconnaître des images, dénommer des noms d'images? Vous allez voir ici que la nature des erreurs commises, vous allez évaluer ici la nature des erreurs commises, et s'il y a certaines erreurs, vous allez potentiellement faire un examen approfondi des différentes étapes, soit est-ce que c'est des erreurs au niveau de la perception ou de l'identification. Ici, il existe une batterie, la BORB, donc la Birmingham Object Recognition Battery. Donc, dans cette batterie qui évalue les gnosies, il y a notamment un test qui permet d'évaluer les gnosies visuelles. C'est le test des Schiller. Dans cette batterie, il y a 14 sous-tests. C'est vraiment pour évaluer différents types d'agnosie. Donc, l'incapacité à reconnaître certains stimuli en l'absence de déficit sensoriel. Vous êtes bien sûr pas forcé de faire passer la batterie avec les 14 sous-tests en entier, sauf si vous voyez qu'il y a des erreurs commises au niveau de dénomination d'objets simples. Par exemple, le test des chimères, vous présentez ici 32 images de ce type, et la personne doit indiquer s'il s'agit d'un animal, parfois ça peut être aussi des outils, qui existent ou qui n'existent pas dans la vraie vie. Donc la moitié sont des animaux ou des objets réels, et l'autre moitié, ça va être des amalgames entre deux animaux. Donc ici, vous voyez un amalgame entre un cheval et une vache. Donc ça, c'est un animal qui n'existe pas dans la vraie vie. Et ici, le petit cochon, celui-ci existe dans la vraie vie. Donc on compte le nombre de bonnes réponses. Donc vous avez différents sous-tests, mais ça, c'est un test qui peut être utilisé pour évaluer les gnosies visuelles, la dénomination d'images. Les gnosies, ça rend compte aussi de la reconnaissance de soi-même et des autres, qui peut être affectée notamment dans la maladie d'Alzheimer, et on observe souvent des troubles de la reconnaissance de soi et des troubles de la reconnaissance des autres, de la nosognosie, de la prosopagnosie. Et souvent, les personnes vont vous dire « Ah ben tout va très bien, moi je n'ai aucun problème », même certains vont vous dire « Ça va de mieux en mieux, depuis que je vous vois, je vais beaucoup mieux ». Voilà. Ils peuvent, ce que je vous ai dit, de la nosognosie, ils peuvent faire preuve de la nosognosie ou de prosopagnosie. Pour l'évaluer, vous pouvez aussi faire un petit jeu au sein de votre examen, ce qui peut permettre de rendre l'examen un peu plus ludique en lui présentant des images. Par exemple, vous lui présentez cette image-là, et puis vous lui demandez, tiens, ça peut vous permettre aussi d'évaluer la mémoire un peu sémantique, qui c'est? Je vous laisse y réfléchir. Qui est cette dame? Pareil. Qui est celle-ci? Je vous laisse y réfléchir. Là, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas avoir de feedback de votre part, mais qui est ce personnage? Et puis celui-ci. Et puis un récit d'un épisode historique. Raconter l'épisode historique qui a donné lieu à ce bon serrage de main.
Voilà, donc vous voyez, vous pouvez aussi, au sein de l'examen, imaginer par vous-même des petits jeux pour rendre l'examen un petit peu plus ludique et un petit peu plus intéressant pour vos patients. Autre chose qu'on va évaluer au cours de ce premier examen, ce sera les fonctions praxiques. Donc on va examiner les praxies gestuelles, notamment les praxies motrices. Donc ici, ce sera comme ce que je vous ai montré avec le MMS, donc soit imiter un geste, soit dessiner. Les praxies idéatoires, donc là, ce serait de mimer un geste du quotidien, donc comme par exemple planter un clou ou encore se brosser les dents. Des praxies idéomotrices, donc là, c'est des gestes qui ont un sens, par exemple un signe d'adieu ou encore un salut militaire. Et on les évalue main droite, main gauche, et si pas de production sur consigne verbale ou s'il y a erreur, alors on leur demande d'essayer de le faire sur imitation, voir s'ils sont capables de vous imiter. Pour évaluer ces praxies de façon plus ludique, si vous avez un cabinet dans lequel il y aurait, je sais pas moi, par exemple une machine à café, c'est bien, si vous êtes à un hôpital, vous pouvez dire, tiens, faites-moi un café pour voir comment la personne sait se débrouiller finalement avec la cafetière. Est-ce qu'elle sait faire des gestes du quotidien? Une autre façon, ça peut être vous mettez vos mains comme ça devant lui, puis vous faites un geste dans ce sens, par exemple, et puis vous lui demandez de reproduire. Vous allez voir si la personne arrive très bien à faire ça, ou alors qu'elle galère, et qu'elle ne sait pas du tout de faire. Vous voyez, il y a des petits jeux où vous pouvez un peu changer des tests classiques. Après, une des fonctions souvent déficitaires, ça va être aussi le langage. Donc vous allez avoir besoin de l'évaluer de façon plus ou moins élaborée en fonction de la problématique de la personne. Vous allez devoir prêter attention au volume verbal de la personne pendant la consultation. Est-ce qu'elle est complètement logorique? Est-ce que son volume verbal est adapté? Est-ce qu'il est réduit? Au niveau de sa prosodie linguistique, est-ce qu'il y a un trouble au niveau du rythme du langage? Est-ce qu'elle parle de façon lente ou est-ce que tout va bien? Il peut y avoir des troubles de la dénomination, comme on a vu tout à l'heure, des troubles du maniement de la grammaire ou encore de la syntaxe, du manque de mots, des paraphrases. Donc ici, on peut utiliser le DO80 ou des tests de fluence verbale. Dans la maladie d'Alzheimer, donc les troubles du langage vont apparaître progressivement. On va d'abord avoir des manques de mots, des manques d'humour rares qui vont être compensés souvent par des périphrases. Puis petit à petit, ça va venir avec des troubles de la compréhension, de l'expression, même jusqu'à de l'expression écrite. Et puis on aura une complète désintégration de l'organisation du langage écrit et aussi du langage oral. Ça peut finir par un mutisme. Donc le DO80, c'est de la désignation d'objets. Et la fluence, la capacité à faire des listes de mots comme on a vu tout à l'heure. Une chose qui est aussi importante à prendre en compte, ça va être personnalité, des traits de personnalité, de motivation, conduite émotionnelle, problèmes psychiatriques aussi qu'il peut y avoir. Donc différencier entre personnalité et modification émotionnelle qui seraient liées à l'atteinte. Vous allez devoir prendre en compte aussi la motivation. Donc, c'est des traits de personnalité, conduite émotionnelle. Là, j'enlève un peu la webcam pour que vous puissiez voir. Donc, vous allez devoir aussi prendre en compte, je disais, la motivation et les modifications des conduites émotionnelles. Ça fait partie intégrante du bilan cognitif et ça peut aussi être déterminant au niveau du diagnostic. Donc, pour ça, vous avez des échelles d'anxiété, des échelles de dépression, des échelles pour les troubles de la personnalité. Et voilà, donc ici, ce que je veux finir en disant attention, lorsque vous faites passer ce type d'échelle ou des échelles de cet ordre-là, parce que ça peut, comme je le disais tout à l'heure, si vous faites passer ce type d'échelle au début de l'entretien ou même au milieu de l'entretien, ça peut générer certaines émotions chez le patient qui, après, réalisera de façon plus ou moins bien les tests cognitifs que vous alliez lui faire faire. Disons qu'il peut être, si vous lui faites passer une échelle de dépression et que c'est un patient qui est assez dépressif, vous pouvez le mettre dans une humeur dépressive, ce qui aura un impact sur les tests que vous allez lui faire faire
plus tard. Donc il ne sera pas à son niveau, il ne donnera pas ses performances optimales au niveau de ces tests-là. Donc maintenant, je vais vous demander de réfléchir à une petite chose, si ça veut bien passer. Donc imaginez que vous avez à faire... Pardon, je vais essayer de réduire un petit peu la webcam. Hop, voilà. Parfait. Donc imaginez que vous allez... Donc vous êtes devant... vous devez faire un bilan d'un adulte dont le profil cognitif suggère un haut potentiel intellectuel. Donc imaginez une vignette clinique. Vous avez une femme qui a 43 ans, elle est d'origine argentine, elle arrive en France à 21 ans. Donc c'est un excellent élève, elle est violoniste de haut niveau, elle a validé en France un master et travaille dans une banque. Elle est adressée à la demande d'un psychiatre pour une suspicion de TDAH, donc de troubles d'hyperactivité. Elle a consulté le psychiatre pour une fatigue, une souffrance psychique. Elle dit avoir une activité mentale excessive et compulsive. J'ai l'attention qui se disperse, je passe mon temps à partir et revenir. Cette activité mentale est épuisante, me devient insupportable et je ne peux pas la contrôler. Donc ici, quel est le bilan que vous feriez, que vous proposeriez devant cette personne-là ? Essayez donc d'y réfléchir. Donc je vous conseille de couper la vidéo, d'essayer de voir ce que vous proposeriez pour ce type de personne, en fonction de ce que je viens de vous dire, et puis aussi de vos connaissances. Donc la première chose que vous devez faire face à ce type de personnes qui viendraient à votre consultation, c'est déjà de vous renseigner au niveau de la littérature, qu'est-ce qu'on sait sur les adultes à haut potentiel. Vous verrez, si vous le faites, qu'il y a beaucoup de littérature sur les enfants et beaucoup moins sur les adultes. Mais vous trouverez au niveau de cette littérature qu'il y a des facteurs favorisants. Donc, par exemple, les facteurs favorisants à ce type de pathologie, ce serait d'être un enfant unique ou aîné, avoir des parents de haut niveau d'éducation et ou eux-mêmes HPI. Et la pathologie est aussi plus fréquente chez les garçons. Donc ça, ce sont des facteurs favorisants au niveau de cette pathologie. Il y a également certains traits de personnalité et une manière de penser particulière. Donc, par exemple, c'est l'idée d'une pensée qui serait arborescente, qui ne s'arrête, on n'arrête jamais de penser. Chez ces personnes, on voit aussi que ce sont des personnes qui ont une forme de curiosité insatiable ou un ennui insurmontable. C'est des personnes qui sont aussi souvent, le terme qui revient souvent, c'est l'idée de décalage. Donc soit elles vont être en décalage, se sentir en décalage par rapport à leur groupe. Donc soit elles vont être plutôt leaders du groupe, donc décalage mais de point de vue positif entre guillemets, ou alors incapables de s'insérer socialement. On remarque aussi souvent dans ces profils des difficultés de gestion des émotions. Ça, on le remarque surtout chez les enfants, mais c'est probablement présent également chez l'adulte. Donc notamment de l'anxiété, du manque d'estime de soi, du perfectionnisme, des difficultés d'insération sociale, d'être plutôt quelqu'un d'autocentré et avec beaucoup d'instabilité et d'irritabilité également. Il peut y avoir aussi des comportements plus hétérocentrés comme l'irritabilité, les comportements agressifs. Donc il peut y avoir les deux types de profils. Et parfois, on retrouve chez ces patients des problèmes de développement, donc avec des troubles d'hyperactivité ou des DIS. Donc on se rend compte, j'imagine que vous avez potentiellement, quand je vous demandais de réfléchir à ce bilan, vous avez potentiellement pensé dans un premier temps, comme on fait tous, que pour les HPI, la première chose qu'on va mesurer, ce sera le score de QI, donc un test LaVeIS par exemple. Mais on voit, quand on regarde la littérature, que c'est insuffisant de se baser uniquement sur le critère du QI
pour identifier un adulte HPI. Il va y avoir d'autres caractéristiques qui rentrent en jeu dans ce type de profil. Donc, il a été proposé ici un tableau qui contient en fait des questions à poser pour essayer de diagnostiquer ou à poser à une personne que vous suspectez d'être HPI. Donc, ne pas se centrer uniquement sur le QI, mais aussi sur quel a été son parcours scolaire. Est-ce qu'il y a des échecs, parcours atypiques, ou encore est-ce que c'est aisé avec un haut niveau de qualification? Au niveau du parcours professionnel, au niveau de responsabilité, hyper-investissement, parcours atypique ou relative instabilité, au niveau de ses centres d'intérêt. Quels sont les centres d'intérêt qu'a la personne? Ils peuvent être nombreux, d'un domaine différent, des préoccupations sociales marquées, intérêts artistiques. S'intéresser aussi aux activités. Est-ce qu'elle fait des activités créatives, artistiques, l'engagement social, associatif, ou plusieurs domaines de compétences de haut niveau. Des données d'examen d'entretien, donc essayer dans l'entretien de voir s'il y a des éléments suggérant un décalage, une pensée arborescente. Des données au niveau émotionnel, donc l'hypersensibilité de la personne, la créativité, et des diagnostics de troubles potentiels de troubles associés, donc des DIS ou des TDAH, des inadaptations sociales. Vous pouvez aussi recueillir des données sur la fratrie, est-ce qu'il y a d'autres profils similaires au niveau de la fratrie, est-ce que dans les facteurs favorisants, enfant unique, aîné, et témoignages des proches. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez poser en fait dans le cas de suspicion de ce type de profil. Au niveau de la vignette clinique que je vous avais présentée, donc cette dame, on lui a évidemment fait passer la VICE. Ce qu'on remarque, c'est que au niveau du score de QI total, donc elle a au percentile 99, donc elle a un score de QI très élevé. Au niveau des activités générales, elle est à 137, aussi percentile 99. Compréhension verbale, elle est à 99,5. Raisonnement perceptif, elle est percentile 95. Mémoire de travail, 66, un peu plus bas, mais c'est quand même au-dessus de la moyenne. Vitesse de traitement, 98. Donc c'est une personne avec un profil avec un QI très élevé. Elle a un profil à dominance verbale. Donc c'est une personne qui d'ailleurs n'est pas... donc ça c'est le bilan cognitif, l'entretien qui a permis de le révéler. Donc c'est une personne qui n'est pas de langue maternelle. Le français c'est pas sa langue maternelle, mais elle a un profil à dominante verbale. Elle a aussi une surefficience au niveau intellectuel, qu'on peut voir au niveau de l'entretien, au niveau de la vignette que je vous avais présentée. Elle montre une pensée permanente, une pensée en arborescence, elle s'en plaint. On voit également qu'elle peut avoir des formes de manque de confiance, besoin d'anticipation et de contrôle, aussi typique de ce type de profil. Et enfin, si on évalue d'un point de vue émotionnel, on voit qu'elle est sensible au stress et à l'anxiété, et que ça, la neuropsychologue qui avait fait passer le bilan s'était rendu compte que ça avait un impact sur ses performances cognitives. Donc on peut dire avec cette vignette clinique qu'elle a plusieurs caractéristiques qui permettent de poser le diagnostic d'adulte HPI. Donc ce que j'ai pu vous présenter jusque-là, c'est qu'on a vu le bilan neuropsychologique, ça permet de mettre en évidence des secteurs plutôt déficitaires. Vous pouvez utiliser différents types de tests pour essayer de voir quels sont les secteurs déficitaires, mais aussi, une chose importante, ne pas oublier d'évaluer également les habiletés cognitives qui sont intactes chez vos patients. Quelles sont celles qui sont préservées, quelles sont celles pour lesquelles il n'y a pas de déficit. Pourquoi ? Parce que vous allez vous appuyer sur ces habiletés cognitives intactes pour préparer une remédiation, une revalidation, la prise en charge de votre patient. Donc c'est très important au sein du bilan cognitif de aussi évaluer les habiletés cognitives intactes. Donc, une chose dont je voulais vous parler à ce propos, c'est de l'idée de réserve cognitive. Donc ça va plutôt toucher tout ce qui va concerner des sujets plus âgés, notamment
par rapport aux consultations de mémoire. Donc, et par rapport à cette idée d'habileté cognitive intacte et d'évaluer le profil, de diagnostiquer ou d'évaluer la personne, il faut tenir compte de cette idée de réserve cognitive qui va s'exprimer notamment chez les sujets âgés. Donc la première personne à avoir parlé de cette réserve, c'était Stern. Donc chez lui, il va expliquer que les sujets âgés peuvent faire preuve d'une certaine plasticité cérébrale, donc qui va s'exprimer sous la forme d'une résistance aux effets délétères du vieillissement. Donc disons que le système nerveux central va fonctionner plus longtemps de manière optimale si l'individu va présenter certaines caractéristiques. Et notamment, ces caractéristiques sont dépendantes de ses activités, son niveau de vie et son style de vie. Donc l'éducation, le travail, le réseau social permettent de développer une réserve cognitive. D'où l'importance de savoir quel est le niveau social, le style de vie, le milieu dans lequel a vécu votre patient, parce que vous allez avoir besoin d'avoir cette idée de réserve cognitive pour aussi savoir orienter les références, les comparaisons que vous allez, les normes que vous allez utiliser pour pouvoir pour comparer les performances de votre patient. Donc, disons que cette réserve peut permettre à certains individus de tolérer un degré de détérioration neuronale assez important avant que les signes cliniques de la maladie se présentent. Donc, par exemple, on a tout premiers travaux étaient sur le rat. On montre que les rats qui sont dans un milieu enrichi, avec des stimulations physiques, des stimulations sociales, ça augmente chez eux le volume du cortex cérébral et ça limite la perte neuronale dans certaines régions du cerveau. Et ça peut favoriser la neurogénèse chez ces sujets, chez ces rats, chez ces animaux âgés. Donc des animaux âgés qui ont pu vivre dans un milieu social, milieu enrichi, un milieu environnemental enrichi, ont un volume du cortex plus grand et ils ont moins de pertes neuronales que des animaux qui auraient vécu dans des milieux moins enrichis. Un autre exemple à ce sujet, donc ça c'est chez des humains, c'est la représentation corticale des doigts de la main gauche, notamment de l'auriculaire, donc le petit doigt de la main gauche chez des personnes qui seraient des sujets qui ont une pratique d'un instrument à cordes. Donc ici vous avez la représentation, c'est ici au niveau du. Vous avez la représentation du cortex ici. On regardera sur le schéma ici la zone D5. Donc ce qu'on voit, c'est que ici vous avez l'âge de début de la pratique musicale. Ici les sujets contrôle et ici les individus pratiquant de l'instrument à cordes. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a une augmentation de la zone corticale activée. Donc elle est plus c'est haut, plus ça va être activé. On va dire que chez les string players, chez les individus pratiquant un instrument à cordes, on voit que c'est tout le temps, très souvent, plus élevé. Donc quand on stimule ce doigt, on voit que l'activation est plus élevée chez eux que chez les sujets contrôle en moyenne. Et il y a une corrélation avec l'âge de début de pratique de l'instrument. Donc, plus on commence à pratiquer l'instrument jeune, plus on a une activation élevée et beaucoup plus grande que les sujets contrôle. Donc ça montre que en fait, il y a une forme de plasticité cérébrale, de transformation cérébrale en fonction de vos expertises et de vos expériences. Il y a aussi des travaux à ce sujet sur les chauffeurs de taxi londoniens qui vont avoir une taille plus importante, c'est de l'hippocampe postérieur, chez ces chauffeurs. Et il y a une corrélation positive entre le volume de la région de l'hippocampe et la durée d'exercice de la profession.
On a d'autres exemples chez des jongleurs, des joueurs de golf, des bilingues, etc. Donc cette notion de réserve cognitive, au niveau du vieillissement, on sait qu'il y a des changements au niveau du système nerveux central, notamment une atrophie corticale et au niveau de l'hippocampe, et comme vous pouvez le voir sur le schéma, une atrophie au niveau un élargissement des ventricules et une atrophie ici, une atrophie corticale, donc ici chez le participant un sujet âgé et ici un sujet en comparaison à un sujet jeune. Donc cette atrophie corticale et cet élargissement des ventricules provoquent des difficultés de mémorisation, notamment chez les sujets âgés et d'autres déficits cognitifs. Donc ici c'est un sujet âgé de 70 ans et ici vous avez un sujet jeune. Après il y a une très très grande variabilité individuelle, avec un déclin plus avancé chez certains sujets âgés, alors que d'autres vont rester tout à fait alertes. Cette variabilité individuelle va s'expliquer, donc elle va s'accroître plus on avance dans l'âge, et elle peut s'expliquer donc soit par l'hérédité, soit par des variables environnementales. Donc, dans l'idée de réserve cognitive, ces variables environnementales vont s'expliquer par le milieu dans lequel on vit, les choix de vie, les centres d'intérêt. Donc, Katzmann et collègues en 89, eux ont regardé le développement de la démence sur une cohorte. Ce qu'on voit, c'est qu'ils observent 10 cas sur sa cohorte avec maladie d'Alzheimer stade avancé, au niveau de l'autopsie, et un profil cognitif normal de leur vivant. Donc pas de perte de mémoire, pas de problème cognitif au niveau de leur vivant, tandis qu'au niveau de l'autopsie, on voit une maladie d'Alzheimer à stade avancé. Il y a d'autres données épidémiologiques qui avaient été collectées en 2001, où on a autopsié 200 cerveaux, et on voit que dans 19% des cas, remplissent les critères de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire dégénérescence neurofibrillaire et plaques séniles, sans pour autant en présenter des signes cliniques. Donc ici, ça pose la question de cette réserve cognitive. Est-ce que cette réserve cognitive, donc, qui est liée aux variables environnementales, au milieu enrichi, aux activités sociales qu'on a eues au cours de notre vie, est-ce qu'elle peut permettre finalement de pallier à ces effets délétères du vieillissement et ou retarder les manifestations cliniques d'une maladie. Donc, le concept de réserve cognitive, on peut l'illustrer avec ce schéma-ci. Vous avez ici des patients donc en bleu. Je vais d'abord vous décrire ça. Donc, ici, ce sont les manifestations cliniques de la réserve, de manifestations cliniques, donc des tests neuropsychologiques, par exemple. Ici, c'est la progression de la neuropathologie. Donc, vous avez en bleu un individu à réserve cognitive élevée et en gris un individu à réserve cognitive faible. Donc, ce que vous voyez ici au niveau du vieillissement normal, c'est que pour un niveau de neuropathologie identique, prenons ici, vous voyez l'individu, l'individu à réserve cognitive faible commence à avoir des troubles cognitifs légers, ici, tandis que si on regarde ce même individu avec une réserve cognitive élevée, lui ne présente aucun trouble cognitif. Il faut arriver beaucoup plus loin dans l'évolution de la pathologie pour que celui-ci présente déjà des troubles cognitifs légers. Vous voyez, après, quand on arrive au stade de démence sévère, alors là, les deux types d'individus, que ce soit un individu à réserve cognitive élevée ou faible, se rejoignent. C'est-à-dire que la réserve cognitive ne peut plus compenser les déficits dus aux lésions neuronales qui sont trop sévères. Et les performances de deux groupes se rejoignent. Donc, petit épisode de réflexion. Essayez de réfléchir à comment vous y prendriez pour quantifier chez vos patients cette réserve cognitive et, à votre avis, j'ai donné quelques éléments de réponse déjà, pourquoi c'est important.
Donc je vous conseille ici à nouveau de couper la vidéo et de prendre quelques minutes pour essayer de réfléchir et de répondre à ces questions. Alors, quantifier la réserve cognitive. Donc, je vais commencer par répondre à la question 2, pourquoi c'est important. Donc, c'est important parce que ça va permettre d'affiner les normes existantes. Les normes existantes sont principalement basées sur le niveau d'études tout simplement, on demande aux personnes le niveau d'études, mais on ne questionne pas du tout les personnes sur les activités qu'elles ont pu faire de leur vivant et leur niveau culturel. Ça peut permettre d'éviter la sous-estimation des troubles chez des personnes à réserve élevée. Sous-estimation, pourquoi ? Parce que les normes ne prennent en compte que le niveau d'éducation. Donc, imaginons qu'on prenne en compte que le niveau d'éducation chez une personne peu scolarisée, mais qui s'est engagée dans beaucoup d'activités professionnelles, qui a eu beaucoup de loisirs, beaucoup d'activités sociales pendant son existence. On va sous-estimer les troubles associés à la lésion parce qu'on va prendre des normes pour réserve faible, tandis qu'elle a une réserve plutôt haute. Ça peut permettre aussi d'éviter la surpathologisation des personnes à réserve faible parce que de prendre en compte le niveau d'éducation chez des personnes hautement scolarisées mais qui n'ont pas exercé de profession, ne sont pas engagés dans des activités de loisirs ni sociales, en prenant en compte que le niveau d'éducation, on va surestimer les troubles. On va prendre des normes pour des gens au niveau culturel élevé, réserve supérieure, alors qu'elle aurait une réserve faible. Et ça permettrait de mieux prédire aussi l'évolution de ces maladies neurodégénératives. Il y a certains... Donc c'est un concept qui est quand même relativement... On commence à en parler, mais c'est relativement récent. Et certains auteurs ont commencé à développer des index. Donc notamment Grotz a développé un index de réserve cognitive. Pardon, je vais essayer de déplacer la webcam, voilà. Donc, elle a commencé à développer un index par rapport à cette réserve cognitive portant sur... donc, on va questionner les personnes sur l'ensemble de leur parcours de vie. Le taux d'activité tout au long de la vie, la nature de ces activités, le parcours professionnel, les changements de profession, les horaires, etc. On va également examiner les loisirs pratiqués par les personnes, donc la nature des activités de loisirs tout au long de la vie, la fréquence, le nombre d'années de pratique. Donc elle a mené une étude de validation de son index. Donc, l'index est créé par l'échelle dont je viens de vous parler. Donc auprès de 204 personnes âgées de 53 à 89 ans. Et elle faisait passer donc... elle évaluait donc son échec, donc l'IRC, index de réserve cognitive, plus une batterie de tests neuropsychologiques pour obtenir un score global de cognition. Donc dans la batterie de tests, il y avait notamment des tests de fluence verbale, le RLS 15, donc c'est comme le RLRI 16, mais un test de mémoire épisodique, le Mille-Hill pour évaluer le vocabulaire et les matrices de la Weiss. On a un indice, elle obtient un indice standard, donc qui tient compte uniquement du niveau d'éducation, donc du nombre d'années d'études, et l'indice détaillé qui va tenir compte du plus de paramètres possibles pour tous les facteurs, pour chaque facteur de réserve. Donc voici un exemple d'échelle qu'elle a pu utiliser. Voilà. Donc vous avez ici l'indice standard. Donc ce que prend en compte l'indice standard notamment, c'est le nombre d'années d'études. On peut considérer la profession principale et la fréquence des loisirs actuels et le bilinguisme. Dans l'étude que je vais vous présenter, il n'y a pas de personnes bilingues. Tandis que dans l'indice qui est plus détaillé, on va prendre en compte donc ceux qui sont indiqués plutôt en gras ici. Enfin, dans ce qui me semble. Donc on va prendre le nombre de formations, le plus haut diplôme. Ah oui, elle a questionné
Je viens de me souvenir. Elle a questionné sur tous les niveaux, mais après, pour calculer son index, les informations qui sont en gras sont celles qui sont les plus pertinentes. Donc, l'index prenait en compte toutes les infos qu'il y avait ici. Et après, elle a retenu celles qui étaient les plus pertinentes. Donc, au niveau des plus pertinentes, tu vois le nombre de formations qu'on a effectuées dans notre vie, le plus haut diplôme obtenu, la nature de la dernière profession, la fréquence des loisirs actuels. Est-ce que ce sont des loisirs intellectuels ou sociaux? Et comme je vous disais, dans son étude, il n'y a pas d'adultes bilingues. Donc les paramètres retenus pour le calcul du score sont ceux qui sont en gras et italiques. Donc que privilégier? Un indice standard ou un indice détaillé? Donc ce qu'on voit, c'est que, ce qu'elle a observé dans l'étude, c'est que plus les scores de réserve sont élevés, donc calculés avec l'indice standard et l'indice détaillé, plus l'effet négatif de l'âge sur les performances au test neuropsychologique diminue. Donc moins on a un effet, plus on a des scores de réserve élevés, moins on a d'effet de l'âge. Donc plus on évolue dans l'âge, mais si on a des scores faibles, plus on est âgé, plus nos performances sont affectées. Tandis que si on a des scores élevés de réserve, on a moins d'effet de l'âge sur nos performances cognitives. Et ce qu'elle voit, c'est qu'il y a une réduction plus importante de l'effet de l'âge au niveau de l'indice détaillé. C'est-à-dire que c'est un score qui va refléter mieux la réserve, parce que ça permet d'atténuer donc l'effet de l'âge sur le fonctionnement cognitif. Autrement dit, à réserve cognitive égale, on a moins de différence en fonction de l'âge. Et donc, ça nous permet de conclure que l'indice détaillé reflète davantage le niveau de réserve de la personne. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà assez longue, elle fait presque 2 heures. Et je finirai dans une autre vidéo la partie suivante du cours portant sur normal ou pas et l'influence des stéréotypes.